Professeur Patrick Makala Nzengu, professeur ordinaire des universités, chercheur en management de développement à la base et puis notamment en politique agricole et rurale, celui qui sera l'invité de cette émission. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Jean-Luc. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Avec vous, nous allons aborder la question sur le développement de base. Et nous voulons qu'à cette occasion, vous puissiez nous donner quelques informations qui peuvent permettre à nos téléspectateurs et à toute la population congolaise de pouvoir savoir ce qui tourne autour du développement. Est-ce que, en tant que professeur, vous pouvez d'abord nous dire, d'entrée de jeu, quand on parle du développement, on sous-entend quoi? Et merci Jean-Luc pour cette question. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de définition toute faite qui puisse expliciter un concept. Et le développement, c'est un concept polysémique et dépend des auteurs. Lorsque il y a des chercheurs du Nord qui parlent de développement, ils évoquent le noyau dur de la croissance. On doit quantifier ce qu'on produit, ce qu'on consomme, ce qu'on met sur le marché. Et on doit quantifier les infrastructures à un moment donné. Et on a l'impression que des gens qui n'ont pas tout ce que peut fournir la modernité en termes qui donne l'aisance à la vie, et n'aurait pas le développement. Et l'on constate alors que on dirait qu'il y a un chemin. Ce chemin a été suivi par certains et que les autres qui n'ont pas atteint ce degré seraient, eux, dans ce qu'ils appellent communément le sous-développement, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, je vais risquer de vous parler de développement en termes des économistes qui vont utiliser quelques agrégats en disant que quand dans un pays le produit national brut ou le produit national net a atteint un certain degré, selon les paramètres définis par les Nations Unies, un tel pays serait développé. Quand on va voir les taux de croissance, on va dire non, avec tel taux, quand on va aller même en termes monétaires, la monnaie étant un élément variable, on va dire que si on cote la monnaie nationale par rapport à la principale devise, c'est le cas du Congo, les dollars, on va dire que nous n'avons pas de monnaie parce que nous devons nous référer. Alors nous, on n'est pas développés. Je ne peux pas en dire davantage parce qu'on ne peut pas définir le développement sans tomber dans les sous-développements. Et nous contestons cela parce que cette classification amène aujourd'hui des concepts comme ceux qui ne sont pas développés, c'est généralement des gens dont la population est très pauvre. Il faut nuancer parce que même dans les pays les plus développés, on trouve toujours des degrés donnés et des classes qui sont des gens extrêmement pauvres, alors que dans des pays sous-développés, il y a des îlots de riches et des personnes qui pourraient être classées parmi les développés. Donc il y a à boire et à manger. Voilà, mais on ne va pas rester seulement sur le développement. Allons-y directement où vous tirez votre attention, où vous allez vous lancer dans des recherches, c'est dans les secteurs agricole, rural. Mais qu'est-ce qui tire votre attention dans ce domaine-là exactement? Oui, c'est devenu pratiquement une répétition qu'on entend à la presse, dans les politiques du pays et même dans le monde, qu'on a affaire à un pays potentiellement riche. Et les statistiques d'ailleurs le démontrent. Au moment où je suis ici devant vous, on pense que c'est un pays, même si les chiffres sont sujets à caution, qu'il y a plus ou moins 135 millions d'hectares, dont seulement 10 sont exploités sur le plan agricole. Pour ne prendre que cela. Parce que si je vous parle de l'hydrographie de ce pays, si je vous parle de tout ce que nous avons
comme tout ce qui peut produire pour l'agriculture. À côté du scandale minier, le Congo, c'est un scandale agricole. Ça ne peut qu'interpeller les chercheurs. Alors, par rapport à ces potentialités naturelles, le Congo donne au monde l'échantillon de plus ou moins 20% de sous-nourris. Des personnes non seulement pauvres, mais qui ne peuvent pas se nourrir. Ouais, qui sont affamés. Et extrêmement pauvres. Non seulement ils ne sont pas en mesure de se nourrir, mais de se vêtir et de vivre dans des conditions plus ou moins humaines. Alors les gens se demandent, il faut trouver des solutions. Au niveau de l'agriculture, le pays, on dirait qu'il est le poids pour l'humanité. Parce que s'il faut prendre l'Afrique centrale, avec toutes ses potentialités, mais en versant vers l'Afrique de l'Ouest, on constate qu'il y a des pays qui ne vivent que sur le plan alimentaire de l'importation. Et nous ne sommes même pas à mesure de produire suffisamment pour nourrir nos populations et nous imposer sur le marché interafricain et les marchés mondiaux. Tout cela interpelle tous les chercheurs parce qu'il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qui nous arrive? Si on fait un survol dans l'histoire, vous trouverez que avant l'indépendance, en 1960, les Belges, au niveau du secteur agricole, avaient placé des politiques agricoles qui permettaient de contribuer au budget de l'État avec les recettes venant du secteur agricole à plus ou moins 35%. Les restes provenant des mines. Mais les campagnes sont toujours là et nos cours d'eau très poissonnés sont toujours là. Existent encore, oui. Des vastes savanes pour l'élevage existent encore. Oui. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de nourrir nos populations ni de faire face à des situations alimentaires qui éclatent à travers le monde de façon à soutenir les autres. Oui. Et alors, il faut des recherches plus avancées. Qu'est-ce qui nous manque sur le plan structurel? On constate que nous avons toute une administration agricole et même une administration de développement rural. Et nous avons des grands projets qui ont fait les lits des investisseurs dans ce pays. Nous avons des Congolais qui sont, semble-t-il, extrêmement riches, je nuance, parce qu'on n'a pas fait des statistiques sur les richesses. Nous avons la FEC, Fédération des entreprises du Congo, où on devrait avoir des investisseurs. Mais qu'est-ce qui nous manque à la fin? Voilà ce qui m'a interpellé à faire des recherches dans ce secteur. À cette question-là, je pense que même quand j'étais en train de parcourir vos livres, nous avons trouvé quelques solutions, quelques pistes de solutions pour pouvoir quitter ce stade-là. Mais restons d'abord sur le développement de base. Oui. Moi, ici, je veux savoir pourquoi vous pensez que le développement de base doit partir de l'agriculture et du secteur rural. Pourquoi vous pensez que ça doit venir de... Mais c'est tout simple. Nous avons des potentialités que Dieu nous a données. Pourquoi ces potentialités restent à l'état naturel? Pourquoi nous n'arrivons pas à les transformer? Et on a constaté que la plupart des pays, la quasi-totalité des pays dans le monde, même les États-Unis d'Amérique, même l'Union soviétique, même la France, qui est d'ailleurs un pays très agricole, se sont développés à partir de l'agriculture. Pourquoi nous devrions faire exception? La troisième réponse, c'est qu'on nous a fait miroiter les mines. Mais il se pose ici un problème du référentiel. Avec un survol historique, on constate que les mines construisaient la métropole. Mais la métropole n'avait pas négligé de nourrir la population qui, par ricochet, appuyait les mines. Pourquoi nous voulons inverser les choses? Et depuis que nous sommes dans les mines, dont d'ailleurs une très grande partie va en contrebande, on n'a pas trouvé de solution. Au contraire, le minimum d'infrastructures qu'on avait il y a quelque temps
on ne les a plus. On cherche de créer, d'inventer la roue, au lieu de suivre ce qui a été là et qui peut nous sortir de ce sous-développement agricole. Aujourd'hui, nos villages, nos campagnes, nos territoires, nos entités territoriales décentralisées, les jeunes gens qui sont dans ce qu'on appelle encore les villes, comme la ville de Kinshasa ou la ville de Lubumbashi, ne réalisent pas le degré de pauvreté et de souffrances infra-humaines parce que ces campagnes sont négligées. Et on a fait miroiter aux jeunes gens que quand vous allez dans les mines de coltan, de diamants, de l'or, vous devenez riches. Ils vont y perdre leur vie, alors que il n'y a pas longtemps, les gens qui s'orientaient vers l'agriculture pouvaient se procurer des revenus plus stables, nourrir leur famille et trouver sur le marché des revenus qui pouvaient scolariser leurs enfants. Donc, en un mot, on a des potentialités qu'il faut exploiter. Voilà. Et on a une population active, jeune et dynamique. Mais les politiques de miroitoire, on fait miroiter aux jeunes gens que non, allez dans les mines, vous serez plus riches, n'ont rien donné jusqu'à ça. C'est pourquoi il faut revenir à l'exploitation de ce qui est vrai. Peut-être que je vais vous donner une dernière réponse qui va faire sourire. Oui. Sans être trop biblique, la première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'était l'agriculture. Quand on parle en image de Dieu qui a mis le jardin d'Éden. Oui. Et puis, en suivant l'évolution même, Dieu a pu dire à l'homme, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front, mais ça n'a exploité la terre. Oui. Pourquoi vous voulez penser qu'il faut aller capter l'air et l'illusion pour avoir des revenus? Donc aujourd'hui, vous pensez, professeur, qu'il faut essayer de quitter le secteur de mine pour venir dans le secteur agricole et afin de développer ce pays? Il ne s'agit pas d'une rupture. Oui. Il s'agit d'élargir pour les investisseurs, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des particuliers, que ce soit au niveau des particuliers venant de l'étranger. Il faut diversifier les investissements au lieu de croire qu'avec de grandes étendues d'exploitation minière, le pays va en sortir. Ok. Nous voulons alors ici parler de cet investissement-là dans le secteur agricole, mais on se pose la question avec toutes les potentialités que nous avons. Vous avez relevé ici beaucoup de choses, mais aussi pendant que j'étais en train de parcourir votre livre, vous avez aussi parlé de notre climat qui est très favorable à l'agriculture. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui puissent faciliter le développement à travers l'agriculture. Mais à ce stade ici où le pays ne s'est pas décollé par rapport à cela, professeur, vous pensez que c'est à quel niveau que ça se bloque pour qu'on sorte de cette impasse? Oui, moi j'évite dans mes recherches de penser que l'enfer c'est l'autre, ou que l'autre n'a pas fait suffisamment. Mais il y a des solutions qu'on pourrait proposer. Oui. Et pourquoi d'autres pays ont réussi? Pourquoi à une époque donnée l'agriculture, comme je l'ai dit ici, en train de marcher. Et c'était un domaine qui donnait à l'État des recettes évaluées à plus ou moins 35% sur le budget global. Il y avait un référentiel pour ne pas utiliser des mots qui ne me feront pas comprendre au niveau de vos téléspectateurs. Soyez le plus simple possible. Oui, voilà. Mais il faut avoir une vision. La vision va commander qu'il y ait des mesures politiques qui permettent à court et moyen terme d'amener les gens à l'activité de l'agriculture. Avec la vision, on pourrait redéfinir sur le plan structurel l'apport de l'agriculture au pays. Vous savez, le politique de notre pays ne découvre l'agriculture que lorsqu'ils sont à table ou dans des hôtels. Mais ils ne savent pas d'où proviennent les produits alimentaires et comment on les a. Je vais aller dans ce qui est plus simple. Kinshasa, mégapole, est nourrie par le paysan du Congo central, du Bandundu et de l'Équateur. Et dans la moindre mesure, du Kasaï, par la rivière
Kasaï. Okay. Mais dans quelles conditions? Si l'on prenait des mesures incitatives pour produire, en faisant la part de l'État, l'État a une mission qui n'est pas celle de produire. L'État a une mission d'inciter des personnes à la production. Et les personnes peuvent trouver deux avantages, notamment au niveau de la fiscalité, au niveau de la sécurisation, au niveau des intrants qu'ils peuvent se procurer sans passer nécessairement par des dons. Ils peuvent produire davantage. Oui. Aujourd'hui, une ville qui a plus ou moins, je nuance toujours, 15 millions d'habitants, est nourrie par ses paysans avec des outils rudimentaires. Et lorsqu'on a voulu prendre des politiques pour accroître la production, on a fait un saut dans l'inconnu dans un passé récent. Il fallait acheter des tracteurs et distribuer. Oui. Mais la chaîne de production par tracteur n'a pas été maîtrisée. Et dans cette chaîne, où se trouvent des pièces de rechange, Oui. avons-nous ici des personnes qui investissent dans le secteur de façon à ce que quand vous achetez votre tracteur, vous trouvez facilement des pièces de rechange, vous trouvez des garages pour le réparer, vous trouvez tout ce qui est... Mais vous pouvez aussi quantifier la Il y en a production. pas. On fait plutôt la politique caméra. Et c'est un thème que j'invente pour dire, quand on fait des dons, on fait des gestes symboliques, on dit l'agriculture a commencé à produire. C'est tout simplement un manque de vision. Donc, parlons de ça, s'il vous plaît, professeur. Acceptez Oui. que je vous paragraphe un peu. Parlons Oui. de cette vision qui est en train de manquer. Vous pensez que pour le cas Bukangalonzo, par exemple, parce que c'est le plus grand projet qui a été lancé dans le domaine agricole ici, en République démocratique du Congo, vous pensez qu'il a échoué par manque de vision, comme vous le dites? Je ne pense pas. Tout le monde a constaté que cette mastodonte qui a laissé des ferrailles dans la brousse de Bukangalonzo n'a même pas réussi à nourrir les Quinois. Parce que lorsqu'on vendait la farine de maïs, c'était à un prix auquel on ne pouvait pas accéder par les pauvres, même les fonctionnaires. Tout le monde ne pouvait pas. Et puis ça s'est arrêté en engloutissant plusieurs milliards. Et cet échec est dû à quoi? Tout simplement, comme je l'ai dit, à un manque de vision, mais aussi à la prédation. Il y a ces actions qu'on peut mener tambour battant, beaucoup plus pour empocher de l'argent que pour le développement, passant par nourrir sa population. Et on sait ce que les politiques congolais sont, c'est pourquoi de plus en plus on a souvent parlé de l'inversion des valeurs. On voit des intellectuels et des spécialistes qui sont en train eux-mêmes de piller leur pays. C'est pas pour ça que je suis ici, mais c'est le cas de Bukangalonzo. Des études de base n'ont même pas été réalisées. Je vais vous prendre un exemple assez simple sur le plan sociologique. La population autochtone de Bukangalonzo et du territoire a constaté seulement que cet tas de ferrailles venait atterrir sans que eux-mêmes et leurs enfants ne soient mis à contribution, ne fût-ce que sur le plan de la création de l'emploi et sur le plan même de comment se nourrir par le produit. Ils ont vu des sacs de maïs passer pendant qu'eux restaient dans la pauvreté. On a constaté au niveau de Bukangalonzo que cette pauvre population n'était même pas intéressée dans la mesure où il y avait, parce qu'une telle, disons un projet d'une telle envergure aurait pu amener ne fût-ce que de l'électricité. Ça n'a pas eu d'impact sur la population autochtone. Ça n'a pas eu d'impact sur la population. Des produits manufacturés, ça n'a pas marché. On a agi pire que pendant la colonisation, parce que quand les colonisateurs investissaient, je ne fais pas l'apologie de la colonisation, ils savaient ce que devenait le paysan et l'autochtone. Ben, aujourd'hui, on fait atterrir certaines politiques à l'emporte-pièce et quand ces politiques échouent, le lendemain, on recommence ailleurs. Ça, c'est l'illustration quasi certaine de manque de vision. Voilà. Alors, nous n'allons pas rester parce qu'en dernier lieu, nous allons parler aussi des pistes de solutions pour pouvoir sortir de toutes ces choses. Mais je veux rester dans vos écritures. Vous avez aussi parlé de la politique agricole qui manquait à la République pour pouvoir nous développer à la base à travers l'agriculture. Est-ce que vous pouvez expliciter aux téléspectateurs
C'est de quelle politique vous parlez ici? C'est des stratégies, c'est exactement qu'est-ce qui a manqué sur la politique agricole pour que nous soyons aujourd'hui développés à travers ça? Oui, je l'ai dit depuis des décennies, il n'y a pas de politique agricole dans ce pays. Ok. Mais c'est à peine si les gens vous écoutent, même au moment où je suis devant votre caméra, je confirme que l'une des causes des échecs subis dans le secteur de l'agriculture, qui ont eu des répercussions sur le développement de ce pays, c'est l'absence de politique agricole. On a tendance à confondre plan, programme sectoriel et politique agricole. Ok. Sachez que sur le plan, sans être juriste, sur le plan tout à fait juridique, une politique agricole, elle doit être tracée à travers des actes législatifs. On a fait une tentative de politique agricole, tentative à laquelle j'ai participé, pour nous donner une loi portant principes généraux relatifs à l'agriculture. Et plus ou moins 7 ou 8 ans, bientôt 10 ans, cette loi n'a jamais connu un début d'exécution. Donc, ce pays ici ne peut léguer à court, moyen et long terme à notre population des orientations spécifiques en matière de politique de développement agricole et rural. Okay. Et c'est là depuis 60 ans. On peut trouver des illustrations ailleurs. Oui. On ne peut donc pas parler de politique agricole parce que nos organes de loi n'ont jamais donné des orientations qui pourraient perdurer par rapport à la durée du gouvernement et des dirigeants, comme ça s'est fait dans notre pays. Okay. Lorsqu'on vous parle de la politique agricole commune de l'Union européenne, elle ne dépend pas d'un pays, elle perdure, elle continue. On peut la rectifier, mais elle continue. La deuxième chose, on prend souvent des mesures conjoncturelles. On fait tellement de bruit à la caméra, avec des gesticulations, que les gens ont l'impression que maintenant ça va décoller. Alors qu'il n'en est rien. On a mis la galerie. Des réunions, c'est succès. Nous sommes l'un des pays où des écrits sur, au niveau, si vous allez au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et même du plan, vous trouverez des documents de plans agricoles, de projets agricoles à foison. Il y en a tellement qu'on ne sait plus lesquels on peut arriver à exécuter. Chaque gouvernement qui arrive amène ce qu'il appelle son plan agricole ou son programme agricole. Récemment, on vient d'avoir encore des états généraux qui intègrent tout ce qu'on a souvent dit et on est toujours dans les sentiers battus. Problème. Ça, et puis, vous savez que nous sommes un pays et là, la Constitution nous a... Les législateurs, les gens qui ont fait cette Constitution, ils ont mis tous les principes qui pouvaient développer ce pays par rapport à sa dimension d'un sous-continent. Nous sommes un pays unitaire fortement décentralisé. Quelle est la politique agricole au niveau de chaque province? Comment on la définit? Quel est son contenu? De façon à avoir une politique cohérente qui prendrait l'ensemble des politiques agricoles selon les réalités de chaque province. Ça n'existe pas. Alors, nous sommes en train de naviguer à vue. Et les potentialités que Dieu nous a données restent intactes. Ce sont les autres qui viennent pour l'exploiter. Je pense que c'est vraiment un échec à ce niveau-là. Vous avez parlé de politique agricole, vous avez expliqué le plan, mais aussi un programme, vous avez dit, on n'a pas évalué pour programmer cela, et finalement, on aboutit à ça. Mais parce que nous n'avons eu que 30 minutes pour cet entretien, nous voulons ici parler des stratégies et des pistes de solutions que vous, chercheurs, pouvez aujourd'hui proposer pour qu'on quitte cette situation et aller sur le chemin du développement. Dans nos recherches, nous constatons, comme je venais de le dire, qu'il y a plusieurs pistes. On ne peut pas les prendre, elles sont nombreuses. Mais commençons par celle que nous donne la Constitution à laquelle j'ai fait allusion.
pays unitaire fortement décentralisé. Oui. Et par conséquent, lorsqu'on parle de la décentralisation, on suppose qu'on est plus proche de ce qu'on appelle communément la base et qu'on l'intègre dans les politiques du développement. En décentralisation, l'État a une mission. Cette mission, ce n'est pas d'aller produire, commercialiser, vendre et nourrir. Okay. C'est une mission qui consiste tout simplement à concevoir des politiques réalistes, encadrer la population, jouer le rôle de facilitation. Et ça, nous l'avons fait. Nous avons même introduit cela dans la réforme du secteur agricole, mais c'est resté lettre morte. Quand on fait la réforme de ce secteur pour que ce secteur produise, il faut songer à définir la mission de chaque acteur du secteur agricole, l'État devenant acteur. Or, dans le mental de nos dirigeants et même de notre population, on croit que c'est l'État qui doit venir produire. Échanger, consommer et distribuer. Ce n'est pas la mission de l'État. On voit des exemples récents où des hommes politiques se sont mis à faire des concessions, des plantations, croyant qu'ils vont résoudre le problème de la nourriture. On doit aujourd'hui affronter les problèmes du développement agricole avec le paysan. Le paysan, ce n'est pas un homme ou une femme à négliger. En bon français, le paysan, c'est l'homme du pays, propriétaire terrien. Quels sont ses besoins? Il faut aller à son écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du paysan du Congo central, du Bandundu et de l'Équateur qui nourrit Kinshasa. Mais comment il le fait? Il a sa science, il a son savoir, il a ses pratiques qui sont millénaires et qui lui permettent de résister contre les aléas du temps. Mais aujourd'hui, il produit, il nourrit la population des grandes villes, mais il est laissé pour compte. Et puis l'investissement local. Pourquoi les gens vont dans les mines? Pourquoi ils vont dans d'autres secteurs? Pourquoi aujourd'hui le secteur qui peut être un secteur qui doit pérenniser le développement, donc le développement aussi bien rural, avec des missions précises, est négligé? Alors, on doit investir dans ce secteur. Et pour y investir, il faut sécuriser l'investisseur national. Le sécuriser par rapport à tout ce qu'il peut faire pour qu'il ne puisse pas perdre son capital. Mais il faut aussi lui donner les incitations sur le plan fiscal. Et ces incitations peuvent aller même jusqu'à des exonérations quand il s'agit du secteur agricole. Parce que le secteur agricole, on ne l'a pas défini. Avec vous, peut-être qu'on le définira si nous avons encore une autre occasion. Et puis l'investisseur étranger. On a tendance à croire qu'une simple signature avec un gouvernement étranger amenant un projet à court ou à moyen terme, on a résolu le problème. Non. Si vous examinez ce secteur, depuis 1960, combien de coopérations nous avons eues? Et au-dessus de ces coopérations, il y a la FAO. Je n'attaque pas la FAO. Ils sont spécialisés dans des petits produits, excusez-moi, je parle un peu avec l'émotion parce que l'agriculture me préoccupe. Je vous comprends. Je vous comprends. Avec la coopération, y compris la FAO, c'est des spécialistes de micro-projets à courte durée. Avec leur engrais chimique qui donne... Parfois, on vous met, et la plupart, on le met là où il y a le climat qui permet aux étrangers, je ne m'attaque pas contre eux, de se sentir un peu comme chez eux. On ne choisit pas là où il faut aller nourrir la population. Et ensuite, nous-mêmes, nous avons des potentialités énormes à travers les provinces. S'il y avait des politiques agricoles, s'il y avait des plans et des programmes réalistes, on verrait ce que chaque province peut produire et offrir à une autre province. Et ce n'est pas un rêve. Pourquoi les poissons de l'Équateur doivent traverser le Bandundu pour Kinshasa? Pourquoi on ne peut pas directement l'envoyer dans une autre province? Donc là, il y a directement un problème d'infrastructure. Il y a un problème d'infrastructure agricole et rurale. Il y a un problème de change. Il y a un problème de développement à la base pour lequel nous parlons. Voilà.
tout ce qu'il faut pour le développement à la base, qui puisse permettre à l'agriculture d'avancer, comme vous l'avez dit, les infrastructures, les intrants et des programmes à court, moyen, long terme n'existent pas. Voilà ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de politique agricole. Le professeur Patrick Makala est chercheur en management de politique à la base, du développement à la base, et c'est très important de rappeler qu'il est aussi chercheur en politique agricole et secteur rural. C'est très important. Professeur Patrick, nous sommes là arrivés à la fin de notre entretien. Nous voulons ici, pour la première fois, donner les grandes lignes sur ce qui concerne le secteur agricole et rural. Et ici, vous avez explicité comment les choses ne tournent pas pour que nous parlons définitivement du développement, mais à la prochaine occasion, nous allons entrer en détail pour voir dans quelle mesure vous et vos recherches allaient permettre à la République de pouvoir se développer sur ce domaine-là. Nous vous disons merci pour l'entretien d'aujourd'hui. Monsieur Jean-Luc, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin et ce programme continue sur Good Day. Merci. Bonanini,